Je ne sais pas depuis combien de temps je suis maudite, mais tous les garçons que j'ai embrassés sont morts. Cela peut sembler dingue. Et vous pensez sûrement que je suis folle, mais c'est la vérité. J'ai un baiser mortel. Mes baisers tuent. Mais avant de continuer mon histoire, laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour activer les notifications. Votre crush va vous demander de sortir avec lui dans la semaine. Croyez-moi, ça fonctionne réellement. La première fois que je me suis rendu compte, c'était au lycée, avec mon tout premier petit ami. J'étais en 5e, on était à sa fête d'anniversaire et on se tenait la main. J'étais tellement nerveuse et je ne savais pas vraiment quoi faire. C'est alors que mon copain m'a demandé d'aller voir les poules dans le poulailler à l'arrière de la maison. Je l'ai suivi et c'est alors qu'il m'a embrassée. C'était très gênant et c'était seulement un bisou de 2 secondes, mais c'était quand même ma première fois. J'étais heureuse d'avoir enfin eu mon premier baiser, mais presque immédiatement, mon petit ami m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. On est retourné à l'intérieur et il est allé voir sa mère pour lui demander de partir car il avait mal à la tête. Ils sont partis et ce fut la dernière fois que je le vis, parce que 2 semaines plus tard, il est décédé de cause inconnue. À l'époque, je ne pensais pas que c'était à cause de moi. Pourquoi l'aurais-je fait? J'ai présumé qu'il devait avoir une maladie grave. En plus, j'avais le cœur brisé. Cette mort m'a vraiment chamboulée. Et c'est évident. Personne à un aussi jeune âge ne devrait avoir à surmonter ça. La fois suivante était en terminale. Et je n'avais embrassé personne depuis que mon premier petit ami était décédé. C'était avec un garçon adorable et on était tous les deux nerveux. Je l'ai embrassé, mais la même chose est arrivée. Il s'est immédiatement senti mal et m'a dit qu'il devait partir. J'ai eu une sensation de déjà-vu, me remémorant mes souvenirs passés, de la fois où j'ai eu mon premier baiser. Pourquoi la même chose arrivait-il? J'étais choquée d'apprendre qu'il était décédé quelques jours plus tard. J'étais totalement affolée, je ne pouvais pas y croire. Je suis tombée en dépression à ce moment-là, comme je venais de vivre de tragédies en si peu de temps. J'ai commencé à me dire que c'était à cause de moi. Leur mort, juste après que l'on se soit embrassé, ne pouvait pas être une simple coïncidence. Mais non, c'était ridicule. Ce ne pouvait pas être vrai. C'était juste impossible. Tout de même, après ça, j'ai toujours été prudente avec les garçons. J'en ai parlé avec mes parents et ils m'ont dit que j'étais folle. Ce n'était pas de ma faute. Je ne devais pas me blâmer pour quelque chose d'impossible. Cependant, je n'étais pas convaincue. Alors ils m'ont emmené voir des docteurs et ils n'ont rien vu sur les rapports ou les scanners. Je n'étais pas un danger. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Cela m'a un peu calmée, et je devais l'admettre, j'étais folle de penser qu'un baiser pouvait tuer quelqu'un. J'imagine que c'était le chagrin, ainsi que les circonstances de leur mort, qui m'ont fait croire au début que j'étais la meurtrière, que ce pouvait être mes baisers. Seulement après que les médecins m'aient assuré que ce n'était pas le cas, que je n'étais pas un danger, je me suis détendue et j'ai avancé dans la vie. Tout de même, j'étais encore choquée. J'ai dû suivre un tas de thérapies, et c'était un peu avant que je ne doive retourner à l'école. C'est alors à l'université que je me suis enfin sentie prête. J'étais enfin prête à sortir avec un garçon à nouveau. J'étais à une fête d'anniversaire et il y avait plein de garçons là-bas. J'hésitais mais je me suis promise d'y passer du bon temps. J'avais beaucoup d'amis et nous nous sommes tous amusés et avons dansé. J'étais à la cuisine en train de remplir mon verre quand un gars est apparu derrière moi. Je ne le connaissais pas réellement. Alors sans prévenir, il se pencha vers moi et m'embrassa sur la bouche. C'était juste un petit bisou mais j'avais quand même peur. J'ai seulement eu 3 baisers dans ma vie, en comptant celui-là, et 2 d'entre eux ont fini par la mort du garçon. J'ai attentivement observé le garçon pour voir si quelque chose allait arriver, mais il semblait aller bien. Il ne paraissait pas malade. Il n'a pas demandé à rentrer chez lui immédiatement. Il se laissait juste aller par l'alcool et il me semblait qu'il allait bien. J'étais tellement reconnaissante. J'ai lâché un grand soupir de soulagement. Enfin, je savais que mes peurs étaient infondées. Je pouvais me détendre. Je pouvais vivre ma vie sans m'inquiéter. J'étais ennuyée parce que le gars m'avait embrassée sans prévenir, mais en même temps, j'étais soulagée de savoir que je n'avais pas un baiser mortel. Cependant, le jour suivant, j'étais dans le dortoir de mon ami quand une fille fit irruption dans la pièce. « Vous avez entendu ?» dit-elle en pleurant. « Entendu quoi ?» ai-je demandé. « Tommy est mort !» J'ai senti mon sang se figer. Tommy, c'était le garçon de la nuit dernière, le garçon qui m'avait embrassée en étant bourré. « Tu plaisantes ?» ai-je dit d'une voix tremblante. « S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. » « Pourquoi est-ce que je plaisanterais sur un sujet pareil ?» dit-elle agacée. « Apparemment, il est retourné dans sa chambre la nuit dernière, mais il ne s'est jamais réveillé. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. » Je suis restée muette. J'en étais sûre. C'était de ma faute. J'avais tué Tommy. Je l'ai tué avec mon baiser. Devais-je leur dire? Non, elles ne me croiraient jamais. Et en plus, je risque d'aller en prison. Non, je ne leur dirai pas. Mais je me fis la promesse de ne plus jamais embrasser qui que ce soit. Je ne pouvais pas prendre ce risque. C'était une promesse difficile, mais je la tiendrai, peu importe le prix. Mais ensuite, ma 3e année d'université est arrivée. Je n'étais sortie avec personne. J'étais restée célibataire tout ce temps. Bien entendu, il y a eu des garçons qui m'ont demandé de sortir avec eux, mais je les ai tous rejetés. Je ne pouvais pas risquer leur vie. C'est à ce moment-là qu'est arrivé ce nouveau garçon. Le plus doux, le plus gentil, le plus drôle.
le meilleur garçon que je n'avais jamais rencontré. Je pensais vraiment qu'il était le meilleur garçon du monde. Il s'appelait Finn et il était si gentil. Quand on s'est rencontrés, on a tout de suite accroché. Je pouvais dire qu'on était fait l'un pour l'autre. On a parlé durant des heures et les heures passaient sans même que je m'en rende compte. Alors il m'a demandé de sortir avec lui. Je ne savais pas quoi faire. Je l'aimais très très fort. Il était tellement parfait et il n'était sorti avec personne depuis si longtemps. J'ai été tellement sage. J'avais l'impression de mériter ce garçon. C'est pourquoi, sans faire preuve de jugeote, j'ai accepté. On est sortis ensemble le jour suivant. Je ne voulais pas lui parler au sujet des baisers. Il penserait sûrement que j'étais un monstre. Alors je me suis autorisée à sortir avec lui, mais je ne nous permettais pas d'être proches. Je restais toujours à au moins 2 mètres de lui. Il devait probablement penser que j'étais trop nerveuse, timide ou quoi que ce soit. Il ne se doutait pas que j'étais dotée du baiser de la mort. Une nuit, nous étions dans la chambre de Finn à jouer aux cartes. Il se faisait tard et je lui ai dit que je devais rentrer. Je me suis levée pour partir et nous avons quitté son dortoir ensemble. Je me suis retournée pour lui dire au revoir, mais je ne me doutais pas qu'il serait si proche de moi. Mon cœur battait à la chamade. C'est alors qu'il m'embrassa à l'improviste. Je l'ai repoussé en panique. Je surveillais le moindre signe de son corps qui aurait pu réagir à mes lèvres, les maux de tête ou bien le malaise. Mais rien n'arriva. Il était juste là, debout, et il semblait blessé que je l'ai repoussé. Soudainement, il porta sa main à sa tête, puis fit un malaise. J'ai crié « Pas Finn! S'il vous plaît, pas lui !» Il était choqué et a perdu connaissance immédiatement. Les effets du baiser mortel étaient de plus en plus instantanés. J'ai crié, j'ai essayé de le réveiller, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai embrassé une nouvelle fois. Je devais tout faire pour l'aider. Miraculeusement, il s'est réveillé, ses yeux hagards ouverts. J'ai sangloté de soulagement incrédule. Il était en vie. J'étais tellement perplexe. Comment cela était-il arrivé? Mais je ne m'attardais pas sur le comment. J'étais juste reconnaissante qu'il soit à nouveau en vie. Peut-être que mes baisers n'étaient plus mortels. Peut-être que je m'en étais enfin sortie. Tandis que ces pensées pleines d'espoir envahissaient mon esprit, j'ai accompagné Finn à l'hôpital, juste pour être certaine qu'il n'avait rien. Sur le trajet, on avait pris la voiture de Finn. Je lui ai parlé de ma malédiction, au sujet de mes baisers mortels. Au départ, il pensait que je plaisantais, mais à partir du moment où je lui ai parlé de mes ex-petits amis, au sujet de Tommy et finalement de ce qui venait de se passer avec lui, il a arrêté de rire. Il me demanda d'un ton sérieux. « Attends, t'es sérieuse ?» Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste comme ça. Alors comment cela se fait-il que je sois encore en vie? Je ne sais pas, peut-être que tu es immunisée ou un truc du genre. Je t'ai embrassé à nouveau, je ne sais pas. Je me suis dit que ça pouvait aider. J'imagine que ça a fonctionné. Il frotta son menton. Peut-être que ça a un lien avec les anticorps. Peut-être que le premier baiser était la chose qui aurait dû me tuer et que le second m'a donné l'immunité. J'haussai les épaules, ça n'a pas d'importance. Je lui ai dit que nous devions rompre. Il a refusé, mais je lui ai dit qu'on ne pouvait plus s'embrasser. Il était silencieux puis me demanda pourquoi on ne pouvait pas être ensemble alors. Je lui ai répété qu'on ne pourrait jamais s'embrasser. Il hocha la tête, me disant qu'il avait entendu, mais qu'il voulait quand même rester avec moi. J'étais surprise, et alors je me suis mise à pleurer. Il m'a prise dans ses bras. Je pleurais encore quand nous sommes arrivés à l'hôpital. Le docteur nous a dit qu'il allait bien. Nous lui avons dit que Finn avait perdu connaissance sans aucune raison. Lorsque nous sommes rentrés, on a fait un pacte de ne jamais plus s'embrasser. On est sortis ensemble toute une année durant. On discutait, on voyageait, on faisait tout un tas de choses ensemble. Il ne semblait pas que c'était important que l'on ne puisse pas s'embrasser. Mais ça me rendait quand même triste. Pourquoi est-ce que j'avais cette malédiction? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Pour nos 1 an, on est allé au bord d'un lac qui avait gelé pendant l'hiver. C'était impressionnant. La nuit, le ciel était rempli d'étoiles. Et la surface gelée du lac scintillait à la lumière de la lune. On avait apporté nos patins à glace, donc nous avons marché, puis sauté sur la glace. Elle semblait assez épaisse pour supporter notre poids. Moi, j'étais hésitante, tandis que lui patinait avec aisance et grâce. Il faisait des pirouettes, on se tenait la main et on patinait. C'était si romantique. Mais alors le bruit d'un éclatement retentit à nos oreilles. On a regardé vers la surface de la glace et la terreur nous envahit quand une fissure commença à apparaître. « Vite, sors de là !» me dit Finn. On s'est précipité vers la rive et Finn m'a poussé afin que je glisse plus vite, loin du sol affaibli. Je regardais en arrière pour découvrir que Finn était emprisonné dans la glace. Son corps bloqué dans l'eau gelée. Seules ses mains sortaient de l'eau à présent. J'ai agrippé ses mains et avec difficulté je l'ai tiré sur la glace. Finalement je l'ai sorti de l'eau et l'ai extirpé de la terre ferme. J'ai regardé son visage et il était inconscient. Ses yeux étaient fermés et ses lèvres étaient bleues. Il était totalement congelé. J'ai pleuré, appelé à l'aide, mais il n'y avait rien aux alentours. Il y avait de l'eau dans ses poumons et je savais que je devais lui faire un massage cardiaque, mais je craignais que cela n'empire son état. Que ferais-je si je le tuais juste là avec mon baiser? Je me le pardonnerai jamais. C'est alors que j'ai réalisé que si je ne faisais rien et que je ratais cette chance, je me le pardonnerais pas non plus. Je me suis dit qu'il valait mieux essayer que de le laisser mourir. Je lui ai fait un massage cardiaque et il s'est réveillé. Finn recracha l'eau de ses poumons. Puis, il me regarda. Il me demanda « Que s'est-il passé ?»« Tu étais en train de mourir !»
J'ai dit en pleurant. J'ai dû te faire un massage cardiaque. Toi? Un massage cardiaque? Est-ce que ça veut dire que je suis immunisée face à ton baiser mortel? J'ai hoché la tête. Il a souri et m'embrassa à nouveau. J'ai eu un sursaut en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Je suis immunisée, tu te souviens? J'ai été réveillée par quelqu'un qui frappait à ma porte au milieu de la nuit. Délicatement au début, puis plus fort, ce qui m'a surprise. Je me suis levée et j'ai allumé la lumière et mis une robe de chambre. Je me suis lentement dirigée vers la porte, me demandant qui ça pouvait être à une telle heure. Alors que je me rapprochais, j'ai entendu « Mademoiselle Sydney Davis, c'est la police. Ouvrez !» Je me suis arrêtée net. Ce n'était pas la première fois que la police frappait à ma porte la nuit. C'était la 3e. J'étais inquiète et j'espérais. Je priais pour que ce ne soit pas une mauvaise nouvelle. « Mademoiselle Davis », a répété le policier. Alors j'ai effacé mon air effrayé de mon visage et j'ai ouvert aux 2 policiers. J'étais totalement dévastée par ce qu'ils ont ensuite dit. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Vous deviendrez riche. Vous deviendrez riche. Croyez-moi, ça marche. Vous feriez mieux de nous accompagner au poste de police. A dit l'un d'eux. Y a-t-il un problème, monsieur l'agent? Il est assez tard, ai-je répondu. Ryan Miller a été retrouvé mort dans son appartement. Et vous étiez la dernière personne avec qui il a été vu. Nous discuterons de tout le reste au poste, a-t-il répondu. Mon cœur a tressailli. Pas encore, me suis-je dit. Et pendant une seconde, j'ai même cru que j'étais maudite. Mais comme les policiers attendaient, je n'ai même pas eu le temps de ressentir quoi que ce soit, ni de pleurer. Je me suis excusée pour aller m'habiller de manière plus convenable. Alors je me suis rapidement habillée, j'ai attrapé mon sac et j'ai fermé la porte de mon appartement. Nous sommes montés dans la voiture de police et sommes allés au poste. Pendant le trajet, j'étais de plus en plus nerveuse. Je ne voulais rien dire, mais je ne pouvais plus garder le silence. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» ai-je demandé. « Ça dépend de si vous êtes responsable. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Nous devons juste vous poser des questions le plus tôt possible. » a répondu l'un des policiers. En entendant ça, j'étais un peu soulagée. Je sais que c'était égoïste étant donné qu'on avait retrouvé mon petit ami mort. Mais ce n'était pas la première fois. C'était le 3e garçon avec qui je sortais qui était retrouvé mort. À croire que j'étais maudite. Et à chaque fois, j'étais de plus en plus distante. Nous sommes arrivés au poste et ils m'ont tout de suite emmenée dans la salle d'interrogatoire. J'ai attendu là quelques minutes avant que l'inspecteur n'arrive. « Voulez-vous quelque chose à boire ?» m'a-t-il demandé. Il m'avait aussi interrogé lors des 2 enquêtes précédentes. « Non merci, ça ira », ai-je répondu. « Eh bien, Sydney, vous connaissez la chanson. Voulez-vous un avocat ?» a-t-il demandé ensuite. « Non, je suis prête », ai-je dit. « Racontez-moi votre soirée en détail », a-t-il dit. Nous sommes allés dîner comme d'habitude chez Basile. Nous avons fait une petite promenade et ensuite, il m'a déposé chez moi à 20h30 environ. Il m'a accompagné jusqu'à la porte de mon appartement et il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu, lui ai-je expliqué innocemment. Il m'a posé plusieurs autres questions, telles que lui avais-je demandé de l'argent, quel était le travail de Ryan, avais-je déjà été chez lui, ce qui n'avait aucun sens pour moi. Il devait penser que j'étais coupable parce que j'en voulais à son argent ou quelque chose comme ça. Après environ 1h30, l'interrogatoire était fini. « Je voudrais que vous passiez au détecteur de mensonges demain, si ça ne vous dérange pas, » a-t-il dit alors que j'étais sur le point de partir. Je n'avais rien à cacher, alors j'ai tout de suite répondu « d'accord ». Puis un policier m'a ramené chez moi. Il était presque 3h du matin et j'étais extrêmement fatiguée, alors je suis tout de suite allée me coucher. Le lendemain après-midi, je suis allée au poste pour passer au détecteur de mensonges. J'étais préparée, mais j'étais un peu nerveuse parce que je n'avais jamais rien fait de ce genre avant. Et si je fais une connerie et que je me fais arrêter, pensais-je. Pendant un instant, j'ai regretté de ne pas avoir appelé mon avocate. L'inspecteur m'a fait asseoir sur une chaise et un spécialiste du détecteur de mensonges a mis des câbles autour de mes bras, sur mon torse et mon ventre. Les câbles étaient reliés à une machine qui était connectée à un ordinateur. Après que le spécialiste ait fini de me préparer pour le test, l'inspecteur est venu m'expliquer la procédure. Je vais vous poser quelques questions. Vous devez répondre par oui ou par non. Les données indiquant si vous mentez ou non seront enregistrées dans l'ordinateur. D'accord ? D'accord, ai-je répondu. Puis il a commencé avec des questions simples au début, comme « Vous appelez-vous Sydney Davis ?» Oui, ai-je répondu. Il a regardé le spécialiste, et le spécialiste a indiqué d'un signe de tête que j'avais dit la vérité. Il m'a posé plusieurs questions sur moi, mon travail, mes habitudes et mes relations. En même temps, il regardait tour à tour en ma direction, puis vers le spécialiste. Finalement, il m'a demandé « Avez-vous vu Ryan le soir de sa mort ?» Oui, ai-je répondu. « L'avez-vous suivi jusque chez lui après qu'il vous ait déposé ?»
Non, ai-je dit, et l'inspecteur a de nouveau regardé le spécialiste. Il a hoché la tête pour signifier que j'avais dit la vérité. Alors le détective a soupiré et a dit « Bien, Sydney, vous pouvez attendre à l'extérieur, je vous rappelle dans quelques minutes. » Et j'ai attendu sur un banc à l'extérieur de la pièce. Au bout de 10 minutes, il est sorti et m'a dit « Tout va bien, vous avez réussi le test, et vous ne faites plus partie de la liste des suspects. Nous vous rappellerons peut-être si nous devons vous réinterroger. » Une liste? Je ne croyais pas qu'ils avaient une liste. Je comprenais en voyant à quel point l'inspecteur était déçu que j'ai réussi le test, que j'étais leur seule suspecte. Si seulement ils avaient fait en sorte de trouver d'autres suspects que moi, ils auraient peut-être déjà arrêté le coupable. Je voulais leur dire de faire leur travail correctement, mais je n'ai rien dit. Je les ai juste remerciés et je suis partie. Quelques mois sont passés, mais il n'y avait aucune avancée dans l'enquête. Sans aucun suspect, l'affaire était au point mort et moi-même je faisais la morte. J'ai commencé à m'éloigner des autres et à m'enfermer dans mon appartement, ne sortant que quand c'était nécessaire. J'ai même démissionné et j'ai commencé à travailler depuis chez moi. Il y avait tellement d'hommes sur mes réseaux sociaux qui m'invitaient à aller boire un café, mais je refusais toujours parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'autres morts. J'en avais assez et j'avais perdu trop de monde à cause de cette stupide malédiction supposée. Cependant, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux. Un jour où je faisais mes courses, et c'était généralement le seul moment où je sortais de chez moi. J'étais donc dans le magasin, regardant un paquet de céréales, et je ne faisais pas vraiment attention à ce qu'il y avait autour de moi. Soudain, un homme m'est rentré dedans. Nous nous sommes tous les deux retournés. « Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas. Êtes-vous blessé ?» a-t-il dit très rapidement et avec un ton soucieux. Il était très beau, poli et avait une voix douce. J'étais sous le charme. « Non, non, je vais bien, merci. » ai-je répondu. « Laissez-moi porter vos courses pour m'excuser. »« Je m'appelle Henri, » a-t-il dit. Je ne pouvais pas refuser, il était très gentil, alors je me suis présentée et j'ai laissé pousser mon caddie pendant que je faisais mes courses. J'avais fini mes courses, alors nous sommes allés à la caisse pour payer et nous sommes sortis. Il m'a même aidé à tout mettre dans ma voiture. Il était temps de se dire au revoir. « Merci d'avoir été si gentil, » ai-je dit. « Ce n'est rien. Dites, vous voulez aller boire un café un de ces jours ?» a-t-il demandé. Très élégant, me suis-je dit, mais les horreurs de mon passé m'ont tout de suite submergée. « Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas en ce moment, » ai-je répondu. « Eh bien, nous pouvons peut-être au moins échanger nos numéros pour quand vous serez prête, » a-t-il demandé. Je ne voulais pas être impolie alors qu'il avait été si gentil avec moi, alors j'ai accepté, et nous avons échangé nos numéros, puis sommes allés chacun de notre côté. Il a commencé à m'envoyer des messages disant « Bonjour » et « Bonne nuit », ce que je trouvais très gentil. Cependant, j'ai choisi de les ignorer quelquefois pour voir s'il arrêtait. Je ne voulais pas développer de sentiments pour lui, car je savais comment ça finirait. Mais il n'a pas arrêté et continuait de m'envoyer des messages, alors j'ai commencé à répondre. Après 2 mois d'échange de messages, j'ai finalement décidé de le voir. Nous avons prévu d'aller au parc d'attractions pendant le week-end. Le jour de notre rendez-vous est enfin arrivé. J'étais très impatiente. J'ai mis du temps à me préparer, changeant tout le temps de robe, car je voulais être jolie étant donné qu'il y avait longtemps que je n'étais pas sortie pour m'amuser. Henri est venu me chercher et nous nous sommes dirigés vers le parc d'attractions. C'était très amusant et animé avec toutes les attractions et tous les jeux. J'avais toujours eu peur des montagnes russes. Alors nous les avons évitées et sommes allés vers les jeux de kermesse. Nous avons fait du tir au ballon et avons même gagné un ours en peluche. Nous avons marché pendant un moment puis nous sommes rentrés. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une si agréable journée. Après ça, nous nous voyions souvent. Il avait l'habitude de venir chez moi avec des plats à emporter chinois, mes préférés, et nous nous asseyions sur le canapé en regardant des films, mangeant et parlant. En sa présence, je me sentais à nouveau normale et j'ai doucement commencé à oublier les événements du passé parce que Henri était quelqu'un de parfait. Un jour, cependant, il était parti de chez moi assez tard, alors j'attendais son message disant « bien rentré » ou « bonne nuit ». Mais je ne l'ai jamais reçu. J'ai tout de suite été submergée par la terreur, comme un oiseau de mauvais augure. Mais j'espérais, je priais pour qu'il ne lui soit rien arrivé et attendais le message. Le lendemain matin, dès que je me suis réveillée, l'inspecteur m'a appelée. « Venez au poste aussi vite que possible », a-t-il dit avant de raccrocher. Entendre ça m'a donné le vertige. Je sentais mon cœur tambouriner. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues et je ne pouvais pas les arrêter. Je continuais de pleurer en m'habillant pour aller au poste de police. Je venais juste de le rencontrer et maintenant je vais devoir faire face à sa mort. En arrivant au poste, je me suis précipitée à l'intérieur. Mais ce que j'ai vu m'a stoppée net. Là, dans le coin, près de la salle d'interrogatoire, se trouvait Henri, parlant avec l'inspecteur, et il portait un uniforme de policier. Je n'y ai pas prêté attention et me suis jetée dans ses bras. Il m'a serré contre lui et a dit « Je vais bien, je suis désolée d'avoir dû te cacher que j'étais policier. » Honnêtement, je m'en moquais. J'étais tellement soulagée qu'il soit sain et sauf en face de moi.
j'ai quelque chose à t'annoncer, a-t-il dit. Nous avons attrapé la personne responsable de la mort de ces 3 hommes. Je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit, mais je me sentais légère, comme si j'étais libérée d'un poids que je portais sans m'en rendre compte. Il m'a fait asseoir sur le banc et m'a expliqué ce qui s'était passé. Il a été engagé pour découvrir ce qui était arrivé aux personnes qui sortaient avec moi dans une opération sous couverture. Hier soir, en sortant de chez toi, j'ai senti qu'on me suivait. Alors je suis montée dans ma voiture et j'ai tout de suite demandé à avoir des renforts prêts pour quand j'arriverai chez moi, a-t-il dit. Il a continué en me disant que quand il est arrivé et qu'il était sur le point de rentrer dans son appartement, un homme l'a attrapé par derrière, mais grâce au renfort, il ne pouvait pas lui faire de mal. Il avait dans la main une seringue remplie de poison qui aurait pu tuer Henri sur le champ. Et le plus choquant était que l'homme vivait juste un étage en dessous de mon appartement. Pour empirer la situation, Henri m'a dit qu'en fouillant l'appartement de ce type, il avait trouvé des milliers de photos de moi et des hommes avec qui j'étais sortie auparavant, et même d'Henri. Je suis devenue pâle en entendant tout ça, mais Henri a essayé de me réconforter. Ne t'inquiète pas, il va passer sa vie en prison et je serai toujours là pour te protéger. Il m'a serré dans ses bras et je me suis sentie en sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, qu'en pensez-vous? Aurais-je pu faire quelque chose pour sauver mes petits amis? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Le dernier bon souvenir que j'ai de mes parents, c'est cette journée passée au zoo quand j'étais petite. J'avais un cornet de glace à la main et mes parents prenaient des photos de moi à côté d'une grande girafe. Puis ils sont partis. Je me souviens de leur avoir dit au revoir d'un signe de la main depuis la porte alors qu'ils partaient en vacances en voiture. Je me souviens que je sautais partout dans la maison, faisant tout ce que je voulais. Je me souviens que je pleurais la nuit, me demandant « Et s'ils ne reviennent jamais ?» N'oubliez pas de prendre une seconde pour mettre un pouce bleu sur cette vidéo et activer les notifications pour être prévenu quand une nouvelle est sortie. Quand l'école a repris cette année-là, j'étais dans un horrible état. Mes vêtements étaient déchirés et usés et je n'avais pas passé une bonne nuit de sommeil depuis des jours. En classe, on s'asseyait loin de moi parce que je puais. Je n'étais qu'une petite fille avec très peu d'argent. Qu'étais-je censée faire? Quelques jours plus tard, je regardais la télé quand j'ai entendu qu'on sonnait à la porte. « Ils sont rentrés !» me suis-je dit en me précipitant vers la porte, mais quand j'ai ouvert, j'ai vu une dame étrange. Je savais qu'elle était assistante sociale. J'ai été placée dans un orphelinat où je devais partager une chambre avec 5 autres filles. Je répétais à tout le monde que mes parents allaient revenir. Je le savais. On me regardait simplement avec plein de pitié et me disait d'aller jouer. Une année est passée avant que je ne sois adoptée. J'ai été appelée dans un bureau et présentée à une dame chic portant un manteau de fourrure. Je lui ai serré la main, mais elle s'attendait en fait à ce que je l'embrasse. Elle m'a emmenée chez elle, elle vivait dans un manoir. J'ai rencontré son mari et ses 2 fils. Les garçons, ou plutôt mes frères, étaient toujours très gentils avec moi, mais mon père adoptif me regardait à peine. Ma mère adoptive m'a emmenée dans ma chambre, qui était rose vif. C'était l'archétype même d'une chambre de fille stéréotypée, à tel point que c'était offensant. Je lui ai dit que je n'aimais même pas le rose, mais elle a répondu que je m'y habituerais. Et m'a laissée là. Elle s'appelait Sérafina. Chic, non? Sérafina essayait d'être une mère normale pour moi. Elle me traitait exactement comme ses fils, avec une légère différence. Elle me forçait à porter des robes et des jupes tout le temps. Je l'ai même surprise en train de donner mes pantalons, alors je n'avais pas le choix. Elle me faisait boire du thé, bien que je détestais ça, et me faisait toujours manger des salades, bien que je détestais ça aussi. Je faisais le mur de temps en temps pour aller manger ce que j'aimais, ou grimper aux arbres dans le parc. Mais quand elle me surprenait, elle me traînait à un brunch guindé avec ses amis du club de tennis. Je lui ai dit à quel point ça me dérangeait qu'elle essayait de me changer. Et même si elle s'excusait et me faisait un câlin, elle continuait avec les cours de ballet et ainsi de suite. Un jour, je cueillais des fleurs dans le jardin parce que Sérafina voulait que je fasse un bouquet quand je me suis piqué le doigt en cueillant une rose. Je ne supportais pas la vue du sang, mais je n'ai pas eu à voir ça bien longtemps parce qu'un garçon a couru à ma rescousse. Il a sorti un pansement de sa poche et l'a mis sur mon doigt. Il avait l'air d'avoir mon âge. J'étais gênée de paraître si faible à cause d'une petite piqûre, mais il a dit « Ne t'inquiète pas, ça m'arrive tout le temps » et il m'a montré ses mains recouvertes de petites égratignures et de pansements. Nous nous sommes assis sur l'herbe, sous un arbre, pendant des heures, parlant de n'importe quoi comme des enfants. Il s'appelait Jacques, et il était le fils du jardinier, ce qui expliquait ses mains abîmées. Il aidait son père après l'école. Il était en train de m'expliquer pourquoi les roses étaient ses fleurs préférées quand j'ai entendu Sérafina m'appeler depuis le manoir. Alors j'ai dû dire au revoir et aller la rejoindre. Elle a vu le pansement sur mon doigt et m'a posé des questions. Je lui ai parlé de Jacques en rougissant, mais elle n'a pas réagi de la même façon que quand mes frères lui parlaient des filles qu'ils appréciaient. Elle a secoué la tête et a changé de sujet.
Jacques et moi sommes devenus très proches après ça. J'avais l'impression que je pouvais vraiment être moi-même et faire l'idiote comme une enfant avec lui. Quand Sérafina était occupée, je filais en douce jusqu'au cabanon, à l'extrémité de la propriété pour passer du temps avec Jacques. Il m'apportait des choses à grignoter. Nous faisions des jeux et il m'a même donné un pantalon qui était devenu trop petit pour lui. Je devais passer toute la journée à sauter et à courir quand je mettais ce pantalon. Un soir, Jacques et son père étaient restés tard au manoir et je suis sortie de ma chambre et j'ai grimpé sur le toit du cabanon avec Jacques. Il a pris ma main et m'a montré quelques constellations. Les étoiles n'avaient jamais été aussi brillantes. Elles ne seraient plus jamais aussi brillantes, du moins pas avant longtemps. Mais je ne le savais pas quand je suis retournée me coucher, rêvant de Jacques. 8 ans plus tard, j'étais une jeune femme de 17 ans. Il n'y avait pas eu beaucoup de changements. Je devais toujours porter des robes tout le temps. Mais Sérafina ne pouvait pas m'empêcher de marcher pieds nus dans la maison, peu importe le nombre de fois où elle me courait après. Mon 18e anniversaire approchait, tout comme la remise des diplômes au lycée. Je passais souvent devant mes parents faisant semblant de faire tomber accidentellement des brochures d'université et des tracts partout, mais ils ne voulaient pas changer d'avis. Ils ne me laisseraient pas m'inscrire à l'université. « Comment je vais obtenir le travail que je veux sans diplôme ?» leur demandai-je. Mais mon père disait simplement derrière son journal. « Tu n'auras pas besoin de tout ça. » Il y avait toujours du monde au manoir maintenant. Tout le monde s'affairait aux préparatifs de mon 18e anniversaire. Je ne comprenais pas pourquoi. On en faisait des tonnes. Je ne voulais même pas de fête, mais Sérafina insistait sur la nécessité d'en faire une. Le jardin était mon refuge. C'était là que j'allais, quand j'étais frustrée ou énervée, ce qui arrivait très souvent. Il y avait au moins une douzaine de jardiniers qui le rafraîchissaient pour ma fête, mais j'en ai vu un empiéter sur mon territoire. Ces roses étaient à moi. Je les taillais et m'en occupais moi-même, ne laissant jamais personne y toucher. Mais l'un des jardiniers était en train de les couper. Je me suis dirigée vers lui d'un pas assuré pour lui dire que cette zone était interdite d'accès. Mais quand il s'est retourné, j'ai laissé tomber la pomme que je mangeais. Je n'avais pas vu ses yeux depuis 8 ans. C'était Jacques. J'ai crié de joie et l'ai serré fort dans mes bras. Et lui aussi, presque par instinct. Nous avons couru vers le cabanon et nous sommes assis en tailleur l'un en face de l'autre, comme nous le faisions quand nous étions enfants. Nous ne pouvions pas nous empêcher de sourire et ne savions pas quoi dire. Ce n'était plus un petit garçon. C'était un adulte, et j'étais une adulte. Quand nous nous sommes enfin mis à parler, nous ne nous arrêtions plus. Nous avons fini par nous allonger sur le dos, parlant toujours en regardant le plafond. Alors qu'il faisait nuit, je suis rentrée à la maison. Mais la lumière dans le cabanon était toujours allumée, alors je savais qu'il devait être là. Je me surprenais à toujours y jeter un œil la journée et parfois la nuit. J'avais retrouvé mon ami. Le soir de mon 18e anniversaire est arrivé. Le manoir était bondé de gens tirés à 4 épingles et on jouait de la musique classique à chaque instant. Mes parents m'avaient acheté une grande robe bouffante et des chaussures à talons avec lesquelles j'avais l'impression de marcher sur des clous. Je pouvais à peine marcher, mais Sérafina m'avait appris à marcher gracieusement, même en ayant mal. J'ai dû faire le truc où je descends les escaliers gracieusement et tout le monde me regarde avec admiration. Mais pour moi, c'était tout sauf gracieux. J'ai failli tomber face contre terre. Dès que j'étais en bas des escaliers, mes parents m'ont présenté un garçon qui avait environ mon âge. Il était absolument magnifique. Il s'appelait Alistair. Il a embrassé ma main, puis m'a menée sur la piste de danse. J'étais dans un état de transe. Il avait de la grâce dans ses mouvements et il était si beau. Mais ensuite, il s'est mis à parler. Quand je vous dis que je n'avais jamais parlé à une personne plus ennuyeuse et égocentrique, je le pense vraiment. Ce type était vraiment horrible. Je faisais constamment des grimaces à mes frères pour qu'ils viennent m'aider. Mais ils se contentaient de rire jusqu'à ce que Sérafina leur fasse une claque sur le bras. Quand je me suis enfin libérée de ses griffes, Sérafina m'a prise à part. Elle m'a ensuite dit des mots qui m'ont presque fait évanouir. Elle a dit « Tu dois l'épouser ». Je le jure, j'ai failli m'évanouir. Elle m'a emmenée dans le bureau de mon père et m'a demandé de m'asseoir pour m'expliquer que si j'épousais Alistair, nos 2 familles seraient pour toujours liées, surtout dans les affaires, ce qui était le plus important. J'avais envie de taper du pied et de crier parce que je voyais qu'elle était sérieuse. Quand j'ai eu fini de pleurer, elle m'a regardée avec beaucoup de pitié et a essuyé les larmes de mon visage. Elle m'a ramenée vers la piste de danse et j'ai dû à nouveau danser avec Alistair. Il semblerait logique qu'il pose à sa future femme des questions sur elle. Mais non, il n'a fait que parler de lui. À un moment, la musique s'est arrêtée. Mon instinct me disait ce qui allait se passer. Alistair a mis un genou à terre et m'a demandé en mariage. Je n'ai même pas dit oui. J'ai juste hoché la tête avec un air hébété. Tout le monde autour de nous a applaudi, mais comme Alistair se faisait remarquer, j'ai dit à mes frères de dire que je ne me sentais pas bien. Et j'ai couru dans ma chambre pour pleurer et être seule. J'ai regardé par la fenêtre vers le cabanon.
mais la lumière éteinte indiquait que lui n'était pas là. Et même les étoiles semblaient pleurer avec moi. C'était le soir avant mon mariage. J'avais passé la journée dans un spa à me faire bichonner, mais aucun bain, ni aucun produit de beauté ne pouvait me faire reprendre des couleurs. Je savais qu'Alistair était parti à son enterrement de vie de garçon, mais je voulais juste être seule, jusqu'à ce que je voie de la lumière dans le cabanon, à l'extrémité de la propriété. Je suis sortie de la maison par la cuisine et j'ai couru aussi vite que j'ai pu vers le cabanon. Quand Jack a ouvert, je me suis jetée dans ses bras et me suis mise à pleurer. « Tout va bien se passer », a-t-il dit en me caressant le dos, mais j'ai remarqué que sa voix tremblait. Le lendemain, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Je portais une robe bouffante tellement grande que j'avais du mal à passer les portes. On m'a donné mon bouquet et mon père adoptif m'a conduite à l'hôtel sur la typique parade nuptiale. Les gens me regardaient avec adoration. Bien sûr, Alistair était trop occupé à regarder son reflet dans les lunettes du prêtre. Alors que je me dirigeais vers l'autel, j'ai commencé à imaginer ce à quoi ressemblerait ma vie à partir de maintenant, et je détestais tout ce que je voyais dans mon futur. Soudain, j'ai réalisé que j'avais 18 ans. J'étais une femme adulte, j'étais capable de prendre des décisions par moi-même. Je n'avais pas à épouser cet abruti si je ne le voulais pas. Et je ne le voulais pas. J'ai donné mon bouquet à l'invité le plus proche et j'ai dit « Le mariage est annulé !» Après ça, j'ai ri et me suis enfuie. Je savais exactement où j'allais. J'ai trouvé Jacques qui se frottait les yeux dans le cabanon. J'ai couru vers lui et l'ai serré fort dans mes bras. Je lui ai fait un grand sourire et ai dit « Je ne l'ai pas épousé !» C'était comme si Jacques revenait à la vie parce qu'il m'a prise dans ses bras, m'a fait tourner et m'a embrassée. Nous avons pris nos affaires aussi vite que possible. Mais un Alistair enragé m'avait suivi. « Tu crois que tu peux me laisser tomber ? Tu m'appartiens !» a-t-il crié. « Tu m'appartiens depuis ce jour, Ozo !» Et c'est là que je me suis souvenue. Il y avait un garçon ce jour-là, Ozo, qui n'arrêtait pas de me suivre. Ses parents avaient parlé un moment avec mes parents biologiques, ceux qui m'avaient abandonnée. Et puis son père avait donné un chèque à mon père. Quelque temps après, mes parents étaient partis. « Tu as payé mes parents pour qu'ils m'abandonnent ?» lui ai-je crié en retour. Je lui ai mis un coup de poing dans la mâchoire et il est tombé en arrière. Jacques et moi avons couru aussi vite que possible et avons pris un taxi pour aller à la gare. Nous avons couru dans la gare, riant de la situation, moi dans une robe de mariée et lui dans ses vêtements de jardinier usés, courant dans la foule et portant des sacs qui tombaient en lambeaux. J'ai entendu quelqu'un crier mon nom et j'ai vu ma famille et tous les invités du mariage courir vers nous. Mais Jacques et moi étions plus rapides. Nous sommes montés à bord du train juste à temps, alors que tous les invités nous menaçaient du poing. Quelques mois plus tard, Jacques et moi vivions dans une petite maison près de la mer. C'était magnifique et je me sentais comme chez moi. Bientôt, j'allais à nouveau marcher vers l'hôtel, mais cette fois, en voyant le futur dont j'avais rêvé cette nuit-là sur le toit du cabanon.